Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. On est en direct le matin à 11h sur la chaîne Bismart. C'est la dernière partie de cette émission désormais qui commence. On a rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, les Annales des Mines consacrent le numéro de juin de cette année de la série Enjeux numériques à l'évolution des droits de propriété et de la gouvernance. Et toi, tu y as contribué à travers un article sur le libre. Oui, j'ai voulu faire une rétrospective de tout ce qui a bien marché dans les modèles de biens communs, donc les logiciels, les manuels scolaires, la musique, et voir si on pouvait essayer d'étendre ça aux industries de services. Donc, par exemple, dans l'éducation, il y a une association qui s'appelle Césamat, qui produit des manuels scolaires en format PDF ou LibreOffice qui dominent complètement le marché du collège. Donc les professeurs peuvent télécharger en LibreOffice, donner le cours avec. S'il y a des erreurs dans les exercices, les corriger. Ils remontent les erreurs à l'équipe de Césamat. Césamat eux-mêmes gagnent un peu d'argent sur chaque copie papier du manuel. Ils ont une équipe de permanents. Ils suivent les programmes. Ça a déjà été adapté pour la Suisse, pour certains pays d'Afrique francophone. Donc on a quelque chose qui n'a rien à voir avec le logiciel, mais qui a exactement le sous même forme modèle. Papier. Voilà, les mêmes avantages, la même flexibilité. Alors, on trouve dans ton article des exemples de matériel libre dont tu nous as déjà parlé dans Smart Tech, mais aussi de musique et même de moteurs de recherche sous licence libre. Oui, alors dans la musique, depuis au moins 2004, on a de la musique libre avec un service qui s'appelle Jamendo. Feu Laurent Séguin, qui était le président de l'association francophone des utilisateurs de Linux et de logiciels libres, était aussi un compositeur prolifique sous le nom de Cyber SDF. Ouais. Donc il y a des dizaines, voire des centaines de titres sur Jamendo. Et ce que résout Jamendo, c'est le fait qu'en France, la SACEM ne permet pas à un musicien de diffuser sa musique dans la licence libre de son choix. Et on fait comment alors ? On va chez Jamendo qui en fait joue le rôle d'une société de gestion collective de droits et autorise la licence que l'on veut. Donc la vraie liberté. Et puis si la musique est utilisée dans des vidéos comme fond sonore ou s'il y a des dons, le musicien reçoit une rémunération. Donc aujourd'hui, il y a 1,5 million de titres, 50 000 musiciens dedans, ça génère du chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui fonctionne. Et alors, ce qui m'a le plus étonné, c'est que je croyais que concurrencer Google Search, c'était pas possible. Et j'ai découvert un individu, Joseph Kuled, ancien mathématicien de l'université d'Uppsala en Suède, qui a fait tout seul un moteur de recherche à la vitesse absolument bluffante. Tout seul. Tout seul. Alors on se dit, mais comment c'est possible ? Quant 160 personnes continue à dépendre de Microsoft, ClickZ, c'est marrant, il est fait par mon quasi-anonyme Jean-Paul Schmetz en Allemagne. Et lui s'est fait racheter par Brave et on ne sait pas ce que devient le moteur. Et là, Joseph Kuled, tout seul, sort un moteur de recherche qui marche. Et en fait, la raison, c'est que derrière, il y a un projet qui s'appelle Common Crawl, qui est un corpus, qui est une espèce d'énorme copie du web, 3 milliards de pages, 320 téraoctets de données, et qui permet à un individu dans son coin de monter son moteur de recherche en une année environ. Et alors c'est vrai que moi je l'ai testé, la rapidité c'est absolument bluffant, c'est quasi instantané le résultat. Et alors quand est-ce qu'on pourra parler de cloud libre ? Alors le cloud en fait, c'est pas du logiciel, ni du matériel, ni des données, c'est autre chose, c'est un service. Et donc, pour bien réfléchir, je me suis demandé, mais quand est-ce qu'on aura des restaurants libres ? Oui. Voilà. Alors parce que, par exemple, on en a peut-être marre de tous ces bistrots qui vous servent du plat réchauffé acheté chez Métro. Est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas, avoir quelque chose comme du Joël Rebuchon, mais qu'on a le droit de copier partout pour avoir de la bonne qualité alimentaire dans toute la France ? Et qu'est-ce que ça supposerait ? Ça supposerait de connaître les recettes de Joël Rebuchon, où il achète ses vins, ses légumes, comment il forme son personnel, où il achète le comptoir, l'ambiance, la décoration, comment il organise tout ça pour avoir à la fin le service Joël Rebuchon. Et ça serait un restaurant libre. Donc ça, moi, je ne suis pas sûre qu'on ait un restaurant libre tout de suite. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est cuit pour les clouds libres ? En fait, on a déjà des clouds libres. Les chatons de Framasoft, qui sont en fait des services pour raccourcir les URL, partager des rendez-vous, prendre des notes, où chacun peut reproduire le service avec toutes les étapes de la recette pour monter le même service. Les gens du téléphone Murena donnent toutes les instructions pour qu'on puisse copier leur cloud documentaire et d'édition de documents. Donc, ça existe déjà, apparemment. Et tu as même cité Rapid Space, j'imagine, oui, dont tu es à l'origine. Mais ce qui est important, c'est en fait que tout ça nous a permis de comprendre que ce qui comptait, ce n'était pas tellement que le logiciel soit libre
où le matériel soit libre. Dans le restaurant libre, on s'en fiche que les carottes et les casseroles soient libres de droit. Ce qui compte, c'est la recette, la façon d'organiser le personnel, de le former pour arriver à reproduire le même service. C'est la même chose pour un cloud. Un cloud libre, c'est un cloud dont tous les processus de gestion et d'exploitation sont publics, reproductibles, modifiables. On peut parler d'open process. Et si en plus le logiciel et le matériel sont libres, on peut parler alors de fully open. Fully open, open process, c'est la première fois moi que j'entends ces notions. Ça vient d'où? Alors, fonds de dotation du libre, mais derrière les mots, il y a surtout les concepts. Et on les retrouve dans le Code des marchés publics en France. C'est Maurice Ronet et Jean-Yves Ollier qui m'en ont parlé les premiers. Maurice Ronet, c'est un militant, un expert des politiques publiques numériques. C'est l'auteur de documentaires Hollywood et le Pentagone. Il a été à la CNIL de 2014 à 2019. Jean-Yves Ollier, c'est un conseiller d'État spécialiste de marché public et droit de la concurrence. Et donc, dans l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession, on trouve l'idée que aujourd'hui, le donneur d'ordre peut exiger une copie de la base de données du concessionnaire. Parce qu'en fait, quand les municipalités sous-traitaient à des sociétés privées la gestion de l'eau, la société arrivait, mettait des capteurs, des logiciels, des bases de données qui n'appartenaient pas à la municipalité. Et là, on ne pouvait plus changer de concessionnaire à cause des droits de propriété intellectuelle et les prix augmentaient. Le maire ne pouvait rien faire. Donc désormais, le maire peut exiger. Alors moi, ça me fait penser, parce qu'on l'évoquait dans le débrief tout à l'heure, aux problématiques tarifaires des clients qui se sentent captifs, voire prisonniers. Ça a été dénoncé par les grandes directions informatiques autour du SIGREF, auprès de l'autorité de la concurrence. On est dans la même chose? C'est exactement la même chose, parce qu'en fait, un cloud, souvent, c'est des logiciels libres au cœur. MariaDB, MongoDB chez Google, Azure. Mais autour de ça, il y a des processus secrets d'automatisation de l'exploitation et de la maintenance. Et donc, quand on prend le service de cloud avec tous les automatismes, tout se passe tout seul, on veut en partir, on n'a plus les automatismes. Et comme ils sont secrets, on ne peut pas le reproduire. Et si on doit embaucher un administrateur système pour faire à la main ce qui était automatisé, ça coûte très cher. Ce qui fait que le fournisseur de cloud, il a une limite au prix de ce qu'il peut vendre, qui en fait ce que coûterait l'administrateur système pour se passer du fournisseur de cloud. Et c'est comme ça qu'on a des marges de 1000% que certains peuvent trouver abusives. Et tout ça, c'est résolu par le cloud libre. Parce que dans le cloud libre, les processus d'exploitation, la formation, l'automatisation sont publics, librement modifiables et reproductibles. Donc si on n'est pas content d'un fournisseur parce qu'il est trop cher, on en change. Si on veut qu'il soit d'une nationalité plutôt que d'une autre, on en change. Si on veut s'extraire des problèmes de droit extraterritorial, pas de problème. Ça résout d'un coup toutes les questions de souveraineté. Y compris les questions d'interopérabilité entre les outils? Aussi, puisqu'en fait, on sait comment c'est fait, et si on n'est pas content de la façon dont c'est exploité, on modifie légèrement l'API et on va ailleurs. Donc on a une approche qui résout les gros problèmes de captivité et de lock-in dans le cloud. Et donc pour vous, ça veut dire qu'on a des perspectives florissantes pour les clouds libres demain? On va avoir 2 gros projets qui vont être soutenus par le gouvernement dans les semaines à venir, pour favoriser les clouds libres, et l'association professionnelle des entreprises de logiciels libres va en fait intégrer ce genre de notions au workshop qu'elle tiendra le 16 juin à Strasbourg. Donc, comme ça, vous viendrez nous en parler. Oui. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent retrouver votre article en intégralité, vous pouvez le retrouver sur anal.org, www.anal.org au pluriel. Merci beaucoup à Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace, pour son éclairage sur le monde du libre. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve bien évidemment dès demain. Demain sera la grande interview.